Regardez cette petite notice qui vise à discerner si on travaille avec un narcissique, un machiavélique ou un psychopathe. J'aime bien le « ou » entre chaque. Premier point, ils se prévalent à tort ou prennent crédit de contributions indues au sein de l'organisation, c'est-à-dire le mérite des autres, vol d'idées, etc. Narcissisme. Deuxième point, mènent une promotion active de leur propre personne. Narcissisme, machiavélisme. Troisième point, réagissent de manière agressive après avoir reçu des commentaires négatifs et critiquent la source des commentaires. Narcissisme. 4. Traitent les membres importants de l'organisation différemment de ceux qui ne stimulent pas leur ego, c'est-à-dire ils les traitent en collègues trophées. Narcissisme. 5. Font preuve d'égoïsme en développant un état d'esprit du type « je choisis mes combats ». Machiavélisme. 6. Essayent de contrôler ou de minimiser l'influence des autres. Narcissisme, machiavélisme, psychopathie. 7. Ne partagent pas leurs connaissances avec leurs collègues. Machiavélisme. 8. Utilisent la manipulation pour atteindre des objectifs stratégiques. Machiavélisme, psychopathie. 9. Agissent pour leurs avantages personnels sans tenir compte des conséquences pour les autres. Narcissisme, machiavélisme, psychopathie. 10. Entrent en compétition plutôt que de coopérer. Machiavélisme, psychopathie. 11. Prennent des décisions rapides et ciblées de court terme sans tenir compte des conséquences pour les autres. Psychopathie. 12. Prennent des décisions hasardeuses et risquées sans se soucier des règles de l'organisation ou de l'éthique. Narcissisme, psychopathie. 13. Mettent à l'épreuve les figures d'autorité, les règles et le statu quo. Psychopathie. 14. Intimident ou critiquent leurs collègues de travail pour qu'ils se concentrent sur les relations interpersonnelles plutôt que les tâches à accomplir. Psychopathie. 15. Poussent par la ruse leurs collègues à avoir des comportements inappropriés ou séduisent leurs collègues et supérieurs hiérarchiques. Machiavélisme, psychopathie. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que la personne à qui on pense est narcissique, machiavélique et psychopathe. Le trio gagnant. Maintenant, je vais vous lire les caractéristiques principales des psychopathes. Premièrement, ils ne ressentent rien pour les autres. Les psychopathes ne ressentent rien pour les autres, mais seulement pour eux. Ils ressentent bien biologiquement des émotions, mais psychologiquement, les troubles caractériels de leur maladie viennent troubler et altérer le ressenti de ces émotions. Ils n'ont aucun sentiment envers les autres. Toute émotion est ramenée à eux de n'importe quelle façon. Les autres ne sont que les objets qui servent à assouvir leurs envies. Ce problème d'absence d'empathie explique pourquoi ils n'ont aucune morale et donc aucune limite à faire du mal à autrui physiquement et moralement, d'où leur dangerosité. Deuxièmement, ils n'avouent jamais sa culpabilité. Mensonges, manipulation, violence, les psychopathes sont prêts à tout pour que chaque chose convienne à leurs envies. Tout individu, lorsqu'il n'agit pas comme le psychopathe le souhaite, lui rappelle cette réalité qu'il déteste. Il n'est pas question de déni ou de fuite de la réalité. Un psychopathe
cherche juste à la modifier pour qu'elle soit conforme à l'idée que lui se fait. Si quelqu'un agit différemment, il fera tout pour le détruire. Et s'il fait du mal, c'est uniquement parce que les autres l'ont bien cherché. Jamais un psychopathe n'avoue sa culpabilité. Il cherche à trouver n'importe quoi pour se justifier ou tente de manipuler l'autre pour lui faire croire que tout est de sa faute. Pour satisfaire sa personnalité narcissique, jamais le psychopathe ne doit baisser dans l'estime des autres. Il n'y a aucune préoccupation pour le sort de la victime, aucune expression d'amour et de remords. Troisièmement, il dévalorise les autres sans cesse. Le psychopathe vit dans une réalité qu'il se fabrique. Tous les autres individus extérieurs le sortent de cette réalité et lui rappellent ce qu'il déteste. En conséquent, il a tendance à rabaisser les autres plus bas que terre continuellement. C'est une sorte d'extériorisation agressive afin de détruire tout ce qui peut lui faire mal. Un moyen d'attaquer les autres pour être sûr qu'il ne le blesse pas un jour. Étant tourné sur lui-même, le psychopathe ne prendra pas le risque que quelque chose puisse toucher à l'estime qu'il a de lui. Pour arriver à ses fins, il est prêt à tout. Néanmoins, il est important de ne pas confondre les pervers narcissiques qui rabaissent pour son plaisir avec un psychopathe qui souffre d'une maladie violente beaucoup plus dangereuse. Quatrièmement, aucune relation sociale durable. Contrairement à ce qu'on croit, les psychopathes ont quelques facilités à nouer des liens avec les autres, mais ces liens ne durent jamais, comme une pause au milieu de la maladie. Les psychopathes ont besoin des autres pour tester la réalité. Le problème, c'est qu'à cause de leurs caractéristiques narcissiques, colériques et paranoïaques, n'importe quelle personne viendra un jour heurter leur susceptibilité et déchaîner leur colère sans même le vouloir. Comme un mécanisme de défense, le malade va tenter de détruire l'autre moralement ou physiquement. Quoi qu'il arrive, les psychopathes finissent par être isolés. Cinquièmement, paranoïaque, il s'énerve rapidement. C'est dans son caractère colérique que l'on ressent le plus l'aspect d'un psychopathe. Cette particularité s'apparente à une sorte de délire paranoïaque parce qu'il veut être constamment admiré et envié. Les personnes réelles sont perçues comme des objets familiers, mais néanmoins maléfiques, qui attaquent et méritent la rage du psychopathe. Un événement bénin, une petite insulte ou même un regard de travers peuvent suffire à renvoyer au psychopathe l'impression qu'on ne le voit pas comme il le souhaiterait. L'expérience consciente de la rage dans le processus psychopathique débouche typiquement sur la violence en l'absence de structuration du surmoi. Sixièmement, la tromperie continuelle. Une personne atteinte de psychopathie a conscience du mal qu'elle cause à l'autre. Pour éviter que les autres ne fassent quelque chose qui lui déplaise ou l'angoisse, elle utilise la tromperie. Il y a une réelle intention de manipulation des autres pour le dénuer de tout attribut. Par ce moyen, le psychopathe est sûr de dominer et satisfaire sa personnalité narcissique. Septième point, l'indifférence froide. Les personnes psychopathes ne sont pas sensibles. On ne peut pas les prendre par les sentiments. Elles contrôlent sans peine leurs peurs et leurs pulsions en public. Ayant souvent deux visages, l'impulsionnel et l'autre social. Le premier reprend rapidement l'ascendant sur le second dans la vie privée. Leurs pulsions peuvent s'exprimer avec efficience à travers le pouvoir des mots ou langage performatif, qui deviennent aussi destructeurs que les violences physiques, voire davantage. Leur regard reste froid et intense à la fois, accentuant une part de mystère. Et après, il y a un petit paragraphe que je ne vais pas tout vous lire, mais où il parle du langage des psychopathes. Les psychopathes éprouvent très peu d'émotions, sont essentiellement centrés sur eux-mêmes et dans leur vision de la société. Ils perçoivent les autres comme des proies ou du bétail à exploiter.
C'est probablement pour cette raison que, selon une étude récente, on retrouve tant de psychopathes parmi les dirigeants d'entreprise. Ce sont d'excellents manipulateurs et ils utilisent le langage comme une arme. Alors après, donc ils ont fait une étude sur des psychopathes qui racontaient leurs crimes. La première découverte concerne l'usage important que les psychopathes font des conjonctions de subordination et des expressions à valeur causale. Parce que, puisque, étant donné que, lorsqu'ils décrivent leurs méfaits. Comme si les crimes qu'ils ont commis étaient le résultat logique de plans, comme si ces actions devaient être effectuées. Ce qui est cohérent avec le fait que la très grande majorité des psychopathes tuent avec un but précis en tête, alors que la moitié des autres meurtriers agissent dans l'instant sur le coup de la colère, etc. Ah oui, ça aussi c'est intéressant. Les psychopathes utilisent environ 2 fois plus souvent que les autres du vocabulaire se rapportant à leurs besoins physiologiques primaires, manger et boire, et à leur préservation, avoir de l'argent, un toit. En revanche, ils se réfèrent nettement moins aux relations sociales, à la famille ou à la religion. Donc ça me fait vraiment penser aux choses essentielles et non essentielles, où on voit vraiment que ce qui était essentiel, c'est boire et manger, et tout ce qui est en rapport avec le social, c'est détruit, et ce n'est pas du tout considéré. Tout ce qui est en rapport avec la religion, la famille et le social, c'est carrément détruit. Donc, waouh, c'est carrément... ça fait froid dans le dos quand même, hein, toute cette... voilà, toutes ces... Comment dire, ces trucs qu'on peut retrancher, quoi. Qu'on peut recouper, pardon. Toutes ces particularités qu'on peut retrouver chez qui on sait. Donc, quelle est la bonne stratégie pour générer de la soumission chez une personne ou chez un groupe de gens? C'est pareil, pourquoi tu veux générer la soumission? Parce que tu veux du pouvoir, c'est ce que les psychopathes narcissistes veulent. Un psychopathe narcissique est différent d'un simple narcissique, hein. Une entité différente, il faut faire la différence. Il y a le même mot narcissique, mais c'est pas pareil. Il ne faut pas les confondre. Donc le psychopathe narcissique, tout ce qu'il recherche, c'est le pouvoir. Le pouvoir sur les autres. Le pouvoir de faire souffrir les autres, le pouvoir de prendre ce qu'ils veulent des autres. Donc ils recherchent, ils font la carte pour atteindre ce pouvoir. Donc ils doivent générer la soumission. Chez la cible, donc au niveau de l'individu microcosme, l'individu, ou au niveau du groupe, le macrocosme. Donc, comment ils font cela? Par la confusion. Donc ils génèrent de la confusion, ils génèrent de l'indécision, par l'isolation, par la manipulation, et en altérant la narrative et l'histoire. Que ça devienne la faute de la cible. Donc ça devient la faute de la nation, des gens, ou la faute de l'ennemi. Il n'accepte aucune culpabilité, aucun blâme. Le psychopathe n'accepte aucune responsabilité. Ce n'est pas du tout de sa faute, car ton but final, tu dois totalement être focalisé dessus. La fin justifie les moyens, dans son propre intérêt. Il n'y a pas d'autre raison et d'autre sens que ça, en fait. C'est le cerveau reptilien, en fait. C'est la théorie du cerveau triunique qui a évolué avec le temps, qui s'est adapté à un environnement très dur avec peu de ressources. Là, c'est le système de lutte ou fuite, hein, basique, hein, en fait. Donc c'est très basique, le cerveau reptilien. Donc c'est leur façon de penser, hein. Même si on vit dans un paradis, eux, ils voient le désert total, quoi. Car ils sont très profondément blessés et atteints. Et ils viennent d'une façon de penser moins évoluée et très primitive. Ils ciblent les gens, ils les confusionnent, et consciemment, avec le temps, ils brisent leur volonté propre intrinsèque.
L'humiliation est une des armes premières d'ailleurs, avec la culpabilité et la honte donc contre l'ennemi bien sûr. L'ennemi va se sentir humilié et donc ils vont abandonner. C'est ça la vraie guerre, guérilla et bataille. C'est d'abord les techniques de reconnaissance et d'information et les opérations psychologiques de Pearl et Psyops. La propagande c'est beaucoup plus facile en fait. Ça coûte pas cher, ça prend pas de temps. Ton ennemi abandonne avant même d'avoir commencé la guerre. Car si tu les attaques de front, eux ils vont répondre et ils peuvent te niquer la gueule. Si c'est le microcosme et que c'est un seul individu qui est la cible, c'est la méthodologie. Brisez-le avant qu'il puisse se débattre ou se battre ou répondre. Quand tu parles du macrocosme et que c'est un groupe de gens, brise leur volonté. Empêche-les d'avoir un discernement et une pensée critique et de dire non. C'est les exemples de films que je vous ai montrés. Ils ont tous des faits contradictoires qui vont briser l'esprit de la personne et la rendre confus. Il y a une personne qui va forcément imposer des faits contradictoires pour faire cela. S'ensuit la confusion, la fatigue, la dissonance cognitive et donc cette torture psychologique les brise. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde et moi ça me rend plein d'espoir. Car je pense, comme tous les bons psychopathes narcissistes, on peut maintenant les voir en pleine lumière. Ils se révèlent, c'est ce qu'ils font, ils ne sont pas si intelligents que ça en fait. Ils sont juste très très méchants. Et parce que maintenant ils nous ont révélé leurs cartes, moi j'ai beaucoup d'espoir.